voilà, salut les amis, c'est parti, on commence ce long mini-show à rallonge en 3 parties. Vous allez voir, j'ai préparé un truc, mais alors là, il y a vraiment du boulot derrière, hein, je peux vous dire. Alors, un petit peu de musique avec Sir Michael Rocks. Oh, c'est un petit... C'est cool, c'est du hip-hop. Merry-go-round. Bon, alors... on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe en ce moment. On va essayer de trouver des clés pour comprendre la situation dans laquelle nous sommes en ce moment, mai 2017, en plein milieu des 2 tours, entre 2 tours d'une élection présidentielle, où tout le monde est perdu, tout le monde s'engueule, bon, sauf ceux évidemment qui ont fait ce qu'il faut pour profiter entièrement du système tel qu'il existe actuellement. Donc on va repartir de la base. Je voudrais vous demander un petit peu d'imagination. Voilà. Que feriez-vous? Écoutez bien, hein, c'est vraiment une expérience de pensée intéressante. Que feriez-vous si vous aviez trouvé un moyen, un petit truc, une petite tricherie que personne ne voit, de gagner au loto tous les jours, tout le temps? Qu'est-ce que vous feriez? Voilà, à chaque fois qu'il y a le loto, vous achetez un ticket, paf, vous gagnez. 1 million, 2 millions, 10 millions à chaque fois. Personne ne le sait, personne ne comprend comment vous faites, il n'y a que vous qui connaissez, qui savez le truc. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? D'abord, vous allez acheter tout ce qui vous fait envie. Vous allez vous acheter, je sais pas, un super beau par-dessus de luxe pour l'hiver prochain. Vous allez vous acheter une grosse voiture. Vous allez, je sais pas, voyager. Vous allez vous payer une belle maison sur la Côte d'Azur, une 2e belle maison au sport d'hiver, une 3e belle maison. Vous allez acheter carrément une île déserte sous les tropiques ou en Bretagne. Et puis, vous allez faire construire la plus belle maison de la Terre dessus. Bon, enfin bon. Vous allez vous payer tout plein de trucs. Ensuite, qu'est-ce que vous faites après? Une fois que vous avez tout ce que vous vouliez, tout ce que vous avez un avion, vraiment tout ce que vous pouviez désirer. Qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à aider les gens qui sont autour de vous, les gens que vous aimez bien, vos enfants, vos parents, vos oncles, vos tantes, vos neveux, vos nièces, votre famille, les gens tout proches de vous. Vous allez commencer à les aider, à leur dire écoute, moi je sais plus quoi faire, voilà, je gagne au loto à chaque fois que je joue. Non, je t'expliquerai pas pourquoi, c'est pas grave, mais voilà, donc je peux te payer tout ce que tu veux, je sais plus quoi en faire de tout ce fric. Donc vous allez payer plein de choses aux gens que vous aimez bien, qui vont devenir aussi riches, aussi plein d'argent et de biens et de belles choses que vous. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Après, vous allez vous dire, c'est bien joli de faire tout ça, mais j'ai tout ce que je veux, tous les gens que j'aime ont tout ce qu'ils veulent, maintenant je pourrais peut-être essayer de faire quelque chose qui me tient à cœur. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer à trouver des gens qui font des choses que vous appréciez. Et donc là, vous allez commencer à parler autour de vous. Tiens, voilà, je peux financer. Moi, j'ai ce qu'il faut pour financer plein de gens. Envoie-moi des gens qui ont des projets. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer évidemment à choisir plein de projets qui vous intéressent, plein de projets qui vont, selon vous, dans la bonne direction. Sauf que, avec le système que vous avez mis au point, qui est une de tricherie au départ, vous avez aussi besoin d'empêcher ceux qui veulent essayer de trouver comment vous faites pour être aussi riche et aussi puissant. Vous allez essayer d'empêcher ceux qui risqueraient de trouver votre truc de travailler, d'aller dans cette direction-là, évidemment. Donc vous allez diviser le monde en 2. Vous allez diviser le monde entre les gens que vous favorisez et les gens que vous excluez. Et donc vous allez petit à petit fabriquer un monde à votre image. Vous allez avoir sous la main le pouvoir du démiurge, le pouvoir vraiment du démiurge, c'est-à-dire un démiurge, c'est quelqu'un qui se prend pour un dieu et qui fabrique une réalité à son image, à son idée. Et donc en devenant un démiurge, et comme vous êtes quelqu'un d'extrêmement intelligent, d'extrêmement ambitieux, et que d'autre part, votre pouvoir et votre puissance reposent sur une tricherie intrinsèque que vous devez absolument masquer, vous allez évidemment favoriser les gens qui font le monde à votre image. C'est le pouvoir, c'est l'omnipotence, c'est la toute-puissance. Et donc là, nous,
qui sommes les gens qui, nous sommes obligés de nous soumettre à ce système-là. Il y a dans le monde des gens qui gagnent au loto tous les jours, tout le temps, et qui profitent d'une manipulation du système monétaire actuel existant pour gagner au loto tous les jours, tout le temps, pour financer les gens, leur propre bien-être, pour financer les gens autour d'eux, pour financer les gens dont ils trouvent que les projets sont intéressants, et pour empêcher d'exister les projets qu'ils ne trouvent pas intéressants, qui leur sont hostiles. Donc évidemment, nous sommes face à cette puissance-là. Et cette puissance-là, à quel niveau est-elle? Je vous pose la question, jusqu'où ça va? On peut faire la comparaison du démiurge, c'est-à-dire de l'être humain qui prend la place d'un dieu, en le comparant avec un dieu. Quelles sont les caractéristiques de la divinité? Les trois caractéristiques principales de la divinité, c'est l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence. Est-ce que les gens qui possèdent actuellement le pouvoir de créer la monnaie, c'est-à-dire de payer pour eux-mêmes et pour tous les gens qui les intéressent ce qu'ils veulent et de refuser d'aider ceux qui les dérangent, à quel point sont-ils omniscients, omniprésents et omnipotents? Regardez, il suffit de réfléchir. Vous savez qu'en ce moment, tous les gestes, tout ce que nous faisons est enregistré quelque part. Si par hasard vous laissez votre GPS allumé un petit peu sur votre téléphone, il y a quelqu'un quelque part qui sait où vous êtes en permanence. Il semblerait même que même si votre GPS n'est pas allumé, rien qu'en croisant les antennes, quand votre téléphone est allumé et que vous vous déplacez avec le téléphone dans la poche, quelqu'un quelque part sait en permanence où vous vous trouvez. Évidemment, le système bancaire, c'est une pyramide, un ensemble d'entreprises qui se contrôlent les unes les autres. À la base, on a les banques commerciales qui savent exactement ce que font, ce qu'achètent, à quel moment, quand et où chacun de leurs clients. Au-dessus des banques commerciales, nous avons les banques centrales de chaque pays, c'est-à-dire les banques centrales nationales de chacun des pays du monde. Et dans tous les pays du monde, écoutez bien, dans tous les pays du monde, sauf ceux avec lesquels les Américains, l'armée américaine est en guerre, il y en a un certain nombre, mais il y en a très peu par rapport à la totalité des pays. Donc dans 99% des pays du monde, il y a une banque centrale. La banque centrale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle centralise les données de toutes les banques commerciales. Donc dans chaque banque centrale nationale, il y a quelqu'un qui sait ce que chaque citoyen du pays achète, où, quand, comment, par qui, à quel prix, à quel moment. Et les banques centrales nationales de presque tous les pays du monde sont centralisées à la Banque des règlements internationaux, qui est le sommet de la pyramide bancaire, qui se trouve à Bâle, en Suisse, qui regroupe toutes les données de toutes les banques centrales, qui regroupe elle-même toutes les données de toutes les banques commerciales, qui regroupe elle-même toutes les données de tous les citoyens qui ont un compte en banque et qui s'en servent pour acheter et vendre leurs biens et leurs services. Donc nous avons quelque part quelqu'un qui connaît exactement la position et le comportement économique de chacun, ou presque, des citoyens du monde. Donc, s'il y a bien quelque chose qui se rapproche de l'omniscience, c'est-à-dire du fait de tout savoir, l'omniscience c'est tout savoir, c'est ce groupe de gens ou ce groupe de personnes qui se trouve au sommet de la pyramide bancaire. Évidemment, c'est d'une part un pouvoir de prévision extraordinaire, parce que ajouté à ça, nous avons tous les éléments du big data. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous êtes connecté, que nous sommes connectés sur Facebook, sur Internet, sur Twitter, sur n'importe quel réseau, les données remontent au centre, à la centralisation de ce réseau. Pour la plupart des réseaux centralisés. Raison de plus pour utiliser plutôt des réseaux décentralisés. Mais là, pour l'instant, comme tout le monde est sur les réseaux centralisés, nous nous retrouvons tous à faire notre petite publicité personnelle et nos petits discours personnels sur ces discours. Et donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais là, hier ou avant-hier, Facebook a rajouté la possibilité de mettre une petite émotion, même en commentaire, des commentaires. Donc Facebook va savoir à partir sait depuis hier comment nous considérons tel ou tel commentaire. S'il nous plaît, si nous l'adorons, s'il nous fait rire, s'il nous fait de la peine, s'il nous met en colère. Tout cela, ça remonte quelque part. Quelqu'un est au courant de tout ce que nous pensons, de tout. Donc,
s'il y a bien quelque chose qui s'approche de l'omniscience, c'est-à-dire du fait de tout savoir, c'est les gens, le groupe de personnes qui est capable, avec des logiciels extrêmement puissants, qui sont évidemment seulement à la disposition de gens qui ont le pouvoir également de financer tout ce qu'ils veulent, il y a quelques personnes, ou quelques groupes de personnes dans le monde qui savent absolument tout. Et donc évidemment, ça permet de savoir non seulement tout ce qui s'est passé, tout ce qui est en train de se passer, mais avec des algorithmes de prévision identiques à ceux qui permettent de prévoir les marchés boursiers, avec des algorithmes d'analyse en temps réel de ce qui vient de se passer, il est possible de savoir en temps réel ce qui va se passer. Peut-être pas dans le futur lointain, mais tout au moins dans le futur proche. Et donc c'est extrêmement facile, compte tenu des commentaires sur Facebook, des mots-clés, de l'analyse de ce que tout le monde appelle maintenant, vous le savez, le big data, c'est-à-dire les grosses données, les quantités colossales de données qui sont récoltées. Il est possible non seulement de savoir ce qui s'est passé, de savoir ce qui est en train de se passer, de savoir ce qui va se passer, mais également il est possible de voir en temps réel les effets de chaque détail, de chaque propagande, de chaque publicité, de chaque outil de communication sur le futur, sur ce qui est en train de se passer. Il y a forcément en ce moment des gens qui, pendant une émission de télévision où apparaît un chanteur, un acteur, un homme politique, une personne publique, sont capables d'analyser en temps réel, selon ce qui se passe dans l'émission, les réactions en instantané d'un public gigantesque et donc les réactions dans le futur de ce public par rapport à cette personnalité publique. Donc ça, c'est l'omniscience. Est-ce qu'on a l'omniprésence, la deuxième caractéristique de la divinité ? Les banques centrales, je viens de vous le dire, elles sont dans tous les pays du monde, sauf, maintenant il y en a une en Libye, depuis que Kadhafi s'est fait dessouder, il y a une banque centrale en Libye, c'est effectivement une des toutes premières mesures dans les semaines qui ont suivi la prise de pouvoir, le changement de pouvoir. Il n'y en a pas en ce moment, il y a une banque centrale en Irak et en Iran apparemment, mais elle est contrôlée par l'État iranien et l'État irakien, donc c'est pour ça que évidemment comme le contrôle de cette banque centrale là n'est pas effectué par la pyramide bancaire globale qui repose à la banque des règlements qui réside à la banque des règlements internationaux à Bâle, évidemment il faut essayer de faire plier ces pays là, de faire plier ces dirigeants là, et donc voilà les raisons pour lesquelles la pyramide bancaire financière et politique mondiale est en train d'essayer de mettre ces pays-là au pas. Donc c'est les tout derniers, mais dans tous les autres pays, il y a une banque centrale qui concentre les données de tous les citoyens de ce pays-là, qui sont concentrés dans le sommet à Bâle, en Suisse. Donc évidemment, ça s'appelle comment ? De l'omniprésence du contrôle économique. Évidemment, la plupart des réseaux sociaux, ils sont concentrés également pour la plupart aux États-Unis, il y en a beaucoup qui sont en train de se créer en Russie, en Chine, mais de toute façon c'est une pyramide dans laquelle les comportements, les agissements, les achats, les ventes et les commentaires de tous les gens qui sont connectés à ce réseau-là sont collectés quelque part par une entité qui a donc l'omniprésence et l'omniscience de ce qui se passe à ce niveau-là. Et donc avec l'omniprésence des réseaux sociaux, l'omniprésence de plus en plus des mêmes régimes politiques dans la plupart des pays, l'omniprésence du contrôle des opérations économiques, on est dans la deuxième caractéristique de la divinité qui est l'omniprésence. C'est partout la même chose, le pouvoir est le même partout. Et je termine tout simplement avec l'omnipotence, c'est-à-dire la toute-puissance, le pouvoir absolu. Évidemment, vous comprenez bien que vous qui avez fait l'expérience de penser, de dire « je gagne au loto tout le temps, tous les jours », vous comprenez bien que si vous êtes le seul avec le groupe de gens qui vous entourent à disposer de ce pouvoir-là, eh bien forcément vous disposez du pouvoir absolu, c'est-à-dire du pouvoir de faire descendre physiquement les gens qui vous gênent, d'améliorer la condition des gens qui vous intéressent, de financer les gens qui vous gênent pour tout simplement savoir ce qu'ils sont en train de faire, parce que si vous les financez, c'est très facile de leur demander un petit peu de vous expliquer ce qu'ils sont en train de faire, ne serait-ce que pour vérifier que votre investissement va dans le bon sens, dans leur sens, donc vous savez jusqu'où ils peuvent aller, et eux savent très bien jusqu'où ils peuvent aller vis-à-vis de vous, parce que leur puissance à eux dépend de votre puissance à vous qui les financez.
C'est le cas de la plupart des organisations internationales qui s'occupent de lutte contre le blanchissement de l'argent du terrorisme, contre la fraude fiscale, ou contre l'endettement des pays sous-développés. C'est le cas de la plupart des partis politiques qui sont financés forcément, structurellement, obligatoirement par des prêts bancaires, faut pas dire des prêts, faut dire de la création monétaire ex nihilo qui permet de financer ce qu'on aime et de pas financer ce qu'on n'aime pas. Donc évidemment, la plupart des pays politiques sont obligés de se tourner vers un financement et donc sont tous obligés de dire ce qu'on leur permet de dire, et ils savent très bien, tous, sans exception, à quel moment ils sont obligés de s'arrêter. Ceux qui ne s'arrêtent pas ne sont plus financés, donc n'existent plus médiatiquement. Et évidemment, le pouvoir absolu, la toute-puissance, on l'a constaté avec ce qui se passe en ce moment en France, vis-à-vis du candidat favori, des médias. Il y a une complicité, une union fraternelle et extrêmement puissante de la plupart des médias, qui tous, si vous remontez, reviennent également à la pyramide financière, à la pyramide du financement bancaire. Donc une fois que vous avez tous ces pouvoirs-là, évidemment, vous comprenez bien que c'est la toute-puissance, c'est le pouvoir absolu. Alors évidemment, deuxième partie de ce mini-show, quand on voit l'actualité en ce moment, là, nous sommes le 4 mai, c'est-à-dire que hier soir, 3 mai, c'était le fameux, 3 mai de 2017, c'était le fameux débat entre les deux candidats favoris des médias, c'est-à-dire Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et donc j'ai regardé ce débat d'un bout à l'autre. Et là, je voudrais vous donner mon point de vue de metteur en scène et de comédien. Je peux vous dire que si, dans une pièce de théâtre, vous donnez comme indication à un comédien, l'indication principale qu'on donne à un comédien, c'est quel est ton objectif, quel est l'enjeu, pourquoi t'es là, qu'est-ce que tu espères, qu'est-ce que tu redoutes, quels sont les obstacles que tu as à combattre, quel est ton objectif. Voilà, c'est ça, en gros, les grandes techniques. C'est ce qui permet à un comédien d'être parfaitement dans son rôle et de savoir ce qu'il fait, et non pas de se concentrer sur son texte ou sur les projecteurs. Donc là, si on regarde le débat avec un œil de metteur en scène, on s'aperçoit d'une chose très particulière, c'est qu'en analysant le comportement des deux acteurs, on est vraiment, vous l'avez remarqué, dans la société du spectacle, voilà, tout est présenté avec beaucoup de suspense, avec beaucoup de vigueur, beaucoup de publicité, c'est passionnant, on se laisse prendre au jeu. Donc si on regarde les comportements des deux acteurs, qu'est-ce qu'on constate ? Qu'est-ce qui se serait passé à votre avis si, moi, metteur en scène, j'avais dit à mes deux acteurs qui sont censés participer à un débat, si je leur avais dit à tous les deux, toi, ton enjeu, ton objectif, c'est de gagner, c'est de devenir présidente. Et donc, tout ce que tu vas dire doit aller dans cette direction-là. Et toi, la même chose. Tout ce que tu vas dire doit aller dans ce sens-là. Tu veux devenir président, tu sais que tu peux devenir président, vas-y, à fond, donne tout ce que tu peux, trouve tous les arguments, vous êtes en improvisation totale tous les deux, vous avez des pense-bêtes sous les yeux, mais allez-y à fond. Qu'est-ce qu'ils auraient fait ? Eh bien, ils auraient fait tous les deux ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est-à-dire essayer de persuader le public, les journalistes et, à travers la caméra, les futurs électeurs, que vous avez quelque chose de bien à apporter. Tous les deux, si je vous donne comme indication de metteur en scène, allez-y à fond, essayez de convaincre les gens que c'est pour vous qu'ils doivent voter parce que vous avez une chance certaine de gagner, c'est certain que chacun de mes deux acteurs aurait présenté leurs arguments, serait resté calme, se serait battu pour convaincre les journalistes, pour convaincre le public, aurait répondu de manière extrêmement précise aux questions des journalistes, aurait présenté des arguments très catégoriques, aurait joué sur les émotions positives du public et des spectateurs pour se faire valoir, pour créer une image extrêmement dynamique, extrêmement puissante, pour dire je vous dis la situation dans laquelle nous sommes et nous allons nous en sortir tous ensemble. Je suis là, je suis un leader, je suis une future présidente. Or, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'il y a un seul des acteurs a eu ce comportement-là. Un seul des acteurs, semble-t-il, avait comme indication
tu as toutes les chances de gagner, vas-y à fond, présente-toi, convainc les gens. Alors comment se fait-il que l'autre comédien, l'autre acteur, n'ait pas eu ce comportement-là? Quel a été le comportement de l'autre acteur? Eh bien, le comportement de l'autre acteur, ça a été de dire « Ce que vous dites est faux, vous avez raté tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, Ça consiste en quoi? Ça consiste en détruire l'adversaire, rabaisser l'adversaire. Les questions qui ont été posées à l'autre comédien, l'autre actrice, c'est des questions justement sur le programme. Qu'est-ce que vous proposez? Quel est votre plus? Quelle est la façon dont vous allez montrer que vous êtes sûr que vous allez devenir la présidente de la France? Et là, qu'est-ce qu'on a vu? On n'a vu rien. On a vu au mieux quelques tentatives avortées et au pire, rien. Donc, du point de vue de metteur en scène, moi je me dis, cette personne-là, elle n'a pas pu avoir une indication qui lui disait « Ton objectif, c'est de prouver aux gens que tu vas être présidente ». Si c'est pas ça son objectif, c'était quoi? C'est que la pièce est écrite. C'est que le dénouement est déjà écrit, est déjà prévu, est déjà bouclé. Et le dénouement, qu'est-ce qu'il est? Il est que un des deux acteurs sera président et l'autre ne le sera pas. Et donc, de manière tout à fait, je pense, on peut dire consciente ou inconsciente, on n'en sait rien, on ne sait pas. Bon, il y a toujours, on peut mettre au bénéfice du doute le fait que voilà, il y a toujours un espoir, peut-être d'y arriver. Bon, ça fait, je sais pas, 30 ans, 40 ans qu'ils n'y arrivent pas, mais bon, il y a peut-être toujours un espoir quelque part au fond du cœur, même si on sait qu'on part perdant. Mais il y a peut-être aussi la connaissance très précise du scénario, du dénouement de la pièce, qui fait que dans le comportement, il y a un oubli total de démontrer que la victoire est possible. Il y a un oubli total de montrer que la présidence est accessible. Pourquoi cet oubli? Parce que il y a une conscience très précise que l'objectif n'est pas de montrer qu'on est présidentiable, mais de détruire simplement, de faire un petit peu comme dans les matchs de catch. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le temps, il y a quelques dizaines d'années, il y avait souvent des matchs de catch à la télévision. Il y avait le blanc, voilà, visage découvert, très bel homme, très solide, avec une cape blanche, et il y avait le noir, le méchant, quelquefois avec un masque. Évidemment, la victoire revient toujours dans un match de catch, à celui qui est, dans l'écriture de la pièce, le vainqueur final. Ne revient jamais au méchant. Mais est-ce qu'il peut y avoir un match de catch? Est-ce qu'il peut y avoir un conflit? Est-ce qu'il peut y avoir une pièce de théâtre s'il n'y a pas les deux protagonistes? Le protagoniste et l'antagoniste. Évidemment, ça ne peut pas marcher. Le secret d'une belle pièce de théâtre et le secret d'un beau spectacle dans une société du spectacle telle que la nôtre, évidemment, c'est le conflit. Et donc, pour qu'il y ait un conflit, il faut qu'il y ait un antagoniste. Et donc, on a donc deux comédiens dont l'un sait très bien qu'il est le protagoniste, c'est-à-dire que c'est lui qui va atteindre son objectif, et son objectif il est clair, et nous avons un antagoniste qui sait très bien qu'il n'atteindra pas son objectif, que son objectif est un leurre, est un moyen de lui donner l'énergie, le pouvoir, la volonté quand même d'aller jusqu'au bout, mais qu'en réalité son rôle d'antagoniste est tout à fait bien perçu par lui-même, tout à fait intégré, et tout à fait bien joué. Et donc là on comprend ce qui s'est passé hier soir. On comprend ce qui s'est passé hier soir, on comprend que le dénouement de la pièce il est bouclé, et donc on comprend que nous allons avoir dimanche soir, évidemment, Monsieur Emmanuel Macron comme président de la République française pendant 5 ans. Et là, quel est le programme? Eh bien le programme il est très précis. Il est très précis, les amis. Et là, je termine la deuxième partie avant la troisième partie, vous allez voir. Non, ça finit bien. Bon, là, c'est un peu les mauvaises nouvelles, mais vous allez voir, ça s'arrange à la fin. Donc, quel est le projet? Bon, évidemment, le projet, c'est
tout ce qui est en surface, c'est-à-dire, bon, vous avez la liste, réduire les retraites, ne pas plafonner le SMIC, faire des licenciements, vendre les entreprises à des multinationales, enfin bon, tout ce que nous voyons, nous, à la surface des choses. Mais en dessous, faut pas oublier que depuis, normalement, nous devrions largement avoir intégré depuis pas mal d'années le fameux discours de Sarkozy, où il nous avait très bien expliqué, très posément, que le nouvel ordre mondial s'imposerait et que personne, je dis bien personne, avait-il dit, ne pourra s'y opposer. Qu'est-ce que c'est que le nouvel ordre mondial ? Eh bien, c'est l'avancement vers un gouvernement mondial, un ministère des Finances mondial, un impôt mondial et une planète totalement verrouillée avec une population mondiale soumise à un gouvernement mondial travaillant pour ce gouvernement mondial sous la forme du paiement des impôts et du choix obligatoire d'une monnaie mondiale. Donc, évidemment, dans ce grand projet-là, une étape fondamentale, et ça il suffit d'écouter deux, trois spécialistes de ce grand plan pour le comprendre, la création d'un gouvernement européen, d'une force armée et d'une police au niveau européen, la fermeture des barrières, des clôtures européennes autour de l'ensemble des pays, avec à l'intérieur l'ouverture des frontières nationales, et évidemment la mise en place d'un impôt européen et donc d'un système d'asservissement au niveau de 330 millions de personnes, c'est en route. C'est en train de se mettre en place. Évidemment que si vous mettez du point de vue d'un groupe de gens qui est omniprésent, omniscient et omnipotent, c'est-à-dire tout puissant, qui sait tout et qui est partout, évidemment que c'est beaucoup plus intéressant d'asservir 330 millions d'un coup que 60 millions ou que 10 millions. Donc évidemment que dans un système comme ça, l'Europe est le laboratoire du futur gouvernement mondial. Ça, c'est quand même pas compliqué à comprendre. Donc évidemment, le groupe de gens qui contrôlent cette politique-là, cette avancée-là, ce chemin-là, est en train de prendre le pouvoir par tout simplement la prise de pouvoir des trois pouvoirs souverains principaux, les pouvoirs régaliens principaux, au niveau européen. Les trois pouvoirs régaliens, je vous le rappelle, c'est le pouvoir de faire la justice, de rendre la justice, c'est-à-dire de décider ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, et de punir évidemment les gens qui font des choses contraires à la loi qu'on a soi-même établie, donc le pouvoir juridique, le pouvoir judiciaire, pardon. Le pouvoir de rendre la justice. Le deuxième pouvoir, évidemment, c'est le pouvoir de coercition, c'est-à-dire, bon, l'alibi, c'est d'assurer la sécurité, mais évidemment, le pouvoir de coercition, c'est la police à l'intérieur pour contrôler les irréductibles qui seraient pas d'accord, et l'armée à l'extérieur pour contrôler les éventuels conflits avec d'autres mafias qui font la même chose dans leur coin. Donc, et le troisième pouvoir régalien, évidemment, c'est le premier, le plus important, c'est le pouvoir de frapper la monnaie, qui permet d'une part de payer la justice et l'armée et la police, et évidemment de soumettre tout le monde à une prédation continue sous la forme de l'obligation de travailler directement ou indirectement pour le groupe qui crée la monnaie sans rien produire. Donc ces trois pouvoirs-là, ils sont en train de remonter en ce moment, là, sous nos yeux, là, et là, je crois que le pouvoir européen mondial a fait un pas extrêmement important en parvenant à mettre au pouvoir, dans un pays comme la France, quelqu'un qui est parfaitement au courant de tout ce projet-là et qui va l'appliquer sans hésiter, et avec le soutien de l'ensemble des mafias du monde, y compris les mafias qui veulent un monde multipolaire et qui voudraient bien un petit peu partager le pouvoir pour l'instant centralisé qui réside aux États-Unis. Mais bon, c'est en train de se faire et de toute façon, on va vers une augmentation hiérarchique de l'asservissement. Donc évidemment, et là j'arrive à la troisième partie de ce mini-show, que faire ? Que faire ? Alors évidemment, pour les élections, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ?
Moi j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez regarder simplement en tant que spectateur, c'était du spectacle donc on regarde, ou participer. Donc on est un petit peu dans la même position que les spectateurs des jeux du cirque, des jeux des gladiateurs sous l'Empire romain par exemple. Bon, il y a l'empereur, il y a César qui est là-bas dans sa loge avec tous ces hommes de main, tous ces acolytes, et puis en bas il y a les gladiateurs qui se battent, qui se font manger par les lions, qui arrivent à se tuer les uns les autres. Et puis il y a le gagnant des gladiateurs qui reçoit tous les honneurs. Et la population romaine, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle vote. Elle vote pour tel ou tel gladiateur. Elle fait ça si elle veut que celui-là soit gagnant, ou elle fait ça si elle veut que celui-là soit abattu. Donc là, écoutez, moi je crois que ce qui est important, c'est d'être conscient de ce qu'on fait. Et que donc, il faut que vous sachiez, il faut que nous sachions tous que si nous allons voter dimanche soir pour un ou pour l'autre, ou contre l'autre, c'est simplement pour montrer le pouce en l'air ou le pouce en bas dans un système de gladiateurs où le gladiateur qui sera mis au pouvoir ne fera de toute façon qu'exécuter les ordres de l'empereur qui est pour l'instant ici, qui n'est pas là, qui n'est pas en tout cas ni à Paris ni en France. Donc voilà, si on décide de participer au jeu, c'est une bonne décision. Faisons-le. Voilà, on sait qu'on a participé. Mais sinon, à part ça, est-ce qu'on élit quelqu'un ? Est-ce qu'on vote pour un des deux gladiateurs ? Ou est-ce qu'on agit ? Si vous faites l'un, faut faire l'autre aussi. Forcément. Parce que, honnêtement, c'est beaucoup plus efficace d'agir que d'élire. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire 36 000 choses dans l'action. On peut faire plein de choses. On peut essayer de changer un peu tout ça, comment ça fonctionne. On peut essayer de faire évoluer le système dans lequel nous vivons. Et puis on peut essayer autre chose aussi. Alors évidemment je fais des conférences assez souvent, donc vous savez que dans la liste des alternatives qu'on peut proposer, il y a évidemment toutes les solutions institutionnelles. On peut aller faire du lobbying à Bruxelles pour se battre contre la Banque centrale et essayer d'exiger que la monnaie ne soit plus créée par les banques sous forme de crédit et d'endettement généralisé et d'achat des banques, mais qu'elle soit créée au profit de tous les citoyens de manière égale, de manière symétrique. Donc ça c'est le quantitative easing for the people, on en a déjà parlé. On peut faire des monnaies citoyennes, on peut faire des monnaies locales. Bon, ça sert à rien parce que c'est encadré par la loi, mais ça permet d'avancer, ça permet d'avoir des gens qui réfléchissent, qui se réveillent un petit peu, qui se réunissent, qui essayent de se comprendre les uns les autres, de discuter pour faire quelque chose qui est très encadré, qui change pas grand chose à l'asservissement global et local, mais qui permettent un petit peu d'avancer dans une direction qui permet peut-être d'avoir un petit peu moins d'asservissement et un petit peu plus d'émancipation à la prochaine étape. Il y a peut-être des gens qui vont faire, je sais pas, qui vont adopter des monnaies cryptées. Il y en a plein qui sont en train de se mettre en place en ce moment. Tapez monnaie libre, vous allez voir. Il y a dans le futur un tout petit peu moins proche les systèmes d'échange locaux qui vont se mettre en place sur des applications smartphones qui vont permettre d'avoir un revenu de base intégré et un financement participatif intégré qui va permettre enfin d'échapper aux besoins de financement en se soumettant à l'endettement généralisé de la fausse dette bancaire. Donc voilà, tout ça, ce sont des moyens, des béquilles, je dirais, de commencer à se sortir un petit peu de la nécessité d'utiliser la monnaie, de se soumettre au pouvoir régalien qui contrôle l'armée, la police, la justice, les prisons, les tribunaux, les armes, la bombe atomique et vraiment l'omnipotence totale. Mais aussi, on peut apprendre à évoluer. On peut faire comme je fais de l'éducation populaire, on peut utiliser des logiciels open source, il y a 36 000 alternatives à faire, il y a de l'espoir, il y a plein de solutions. On peut, alors là, un des trucs les plus subversifs que vous pouvez faire, c'est reprendre votre autonomie. Reprendre votre autonomie alimentaire, votre autonomie énergétique. Évidemment, c'est pas facile, mais il y a plein de solutions qui se mettent en place. Il y a plein de gens qui apprennent la permaculture, il y a plein de gens qui mettent en place des bacs à légumes dans les immeubles, sur les toits des immeubles. À côté de chez moi, là, en ce moment, il y a un immeuble qui est en construction. Bon, évidemment, c'est en pleine ville, ça détruit une parcelle, mais où il y avait auparavant un jardin partagé. Mais il paraît que ce qui est marqué, c'est en tout cas ce qui est marqué sur le panneau du permis de construire,
contraire, qu'au sommet de l'immeuble, la terrasse de l'immeuble va être végétalisée et qu'on va pouvoir cultiver sur le sommet de l'immeuble. Donc on récupère la même surface que ce qu'on avait au sol. Bon, voilà, c'est des solutions, c'est des alternatives, c'est des efforts que nous devons faire. C'est pas d'en haut, voilà, je crois ce qu'il faut qu'on comprenne maintenant, c'est que c'est pas d'en haut que les solutions vont venir, bien au contraire, ce qui vient d'en haut, c'est de l'asservissement à un niveau de plus en plus global. Par contre, c'est à nous de faire le boulot depuis la base, depuis en bas. Je vous rappelle qu'à chaque fois que vous achetez quelque chose, vous décidez à votre niveau, où va l'argent et où ne va pas l'argent. Vous avez le pouvoir régalien de décider ce qui va exister ou ce qui ne va pas exister à chaque fois que vous dépensez un petit peu d'argent, à chaque fois que vous dépensez un petit peu d'euros. Si vous décidez d'aller au supermarché, vous favorisez l'existence des supermarchés. Si vous décidez d'acheter à un gars qui produit ses légumes lui-même sur un petit marché, vous décidez que ce gars-là va pas crever de faim. Donc évidemment, c'est peanuts, c'est une goutte d'eau sur l'incendie. Mais c'est un petit geste, c'est votre part que vous faites. Et puis alors bon, là évidemment, pour terminer, la vraie prise de conscience, c'est de comprendre que nous sommes dans une relation perverse avec des tricheurs. Au sommet de la pyramide, ce ne sont pas des gens bienveillants. Au sommet de l'État, ce ne sont pas des gens bienveillants. La banque n'est pas un outil de symétrie entre les humains, n'est pas un outil de distribution de pouvoir d'achat, mais un outil de contrôle par le financement ou le refus de financement. Et donc nous nous trouvons face à un système mondial, omniscient, omnipotent et omniprésent. Donc si vous êtes dans une relation perverse à ce niveau-là, si nous sommes dans une relation perverse à ce niveau-là, quel que soit l'interlocuteur que nous avons en face de nous qui nous dit « il faut continuer comme nous le faisons », et je ne parle même pas du mur écologique auquel ce système à croissance exponentielle imposé et obligatoire est en train de se heurter. Parce qu'évidemment, un système exponentiel à croissance obligatoire est obligé de piller pour continuer à croître, et tel un cancer, tel un parasite inconscient, il finit par tuer son hôte. Donc quand vous êtes face à une relation perverse de ce calibre-là, de même que quand vous êtes face à une relation perverse dans une amitié ou dans un couple, où vous commencez à vous rendre compte que votre interlocuteur est en train non seulement de détruire, mais de détruire tout ce qui est autour de vous, toutes vos amitiés, toutes vos alliances et votre environnement, quelle est la solution ? Eh bien la solution, c'est de se tirer, les gars. La solution, c'est de quitter, de divorcer. Et là, il y a du boulot. Parce que de même que un conjoint ou une conjointe qui quitte un pervers narcissique a besoin de ses amis, d'autonomie et de se reconstruire, nous tous, après plus de 2700 ans d'asservissement monétaire et encore quelques milliers d'années auparavant d'asservissement réel, par la prise de possession de nos ressources, eh bien après plus de 3000 ans d'asservissement, nous avons besoin de nous reconstruire. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Il y a plein de gens, et ça c'est très encourageant, il y a plein de gens dans le monde entier qui travaillent sur leur reconstruction, qui changent de vie, qui démissionnent, qui quittent complètement le système. Il y a plein de gens, encore plus, qui sont en train de se poser cette question-là. Est-ce que je continue dans la voie où je suis ? Est-ce que je garde mon emploi ? Est-ce que je ferais pas mieux de démissionner ? Est-ce que je ferais pas mieux de quitter la ville ? Est-ce que je ferais pas mieux de reprendre des amitiés que j'ai laissées tomber ? Est-ce que je ferais pas mieux de retrouver des gens qui pensent un petit peu comme moi maintenant et que nous essayons de nous regrouper ? Ben si ! C'est ça que nous devons faire, c'est ça que nous pouvons faire, c'est la reconstruction à partir de la base. Et donc là, évidemment, c'est la reprise de conscience que la souveraineté, elle vient pas d'ailleurs que de là, que du fond de notre cœur. La souveraineté, notre justice, elle est là au fond de notre cœur. Si nous ne sommes pas des pervers, nous savons très bien que notre sens de la justice est extrêmement prudent. Nous savons très bien, sans que personne nous y oblige, que nous ne devons pas nous tuer ou nous voler les uns les autres. Nous savons très bien quelles sont les normes du respect mutuel entre nous.
Le problème, c'est que nous avons laissé des tricheurs prendre le pouvoir et que les tricheurs n'ont pas de scrupules et sont obligés, même s'ils ne sont pas tricheurs, de se soumettre à leur propre système qui exige d'eux une croissance permanente et une tricherie permanente, sous peine de dilution, sous peine de destruction totale. Donc il y a des phénomènes de survie qui se mettent en place à tous les niveaux, des phénomènes microéconomiques qui se mettent en place au niveau macroéconomique, qui ont les effets que nous constatons dans la vraie vie et dans la réalité. Mais n'ayez pas peur. Et là, je termine avec une grande idée d'espoir. N'ayons pas peur. Pourquoi ? Parce que cette reconstruction, cette autonomie alimentaire, cette autonomie énergétique, elle passe par quoi ? Elle passe par un retour à la simplicité. Évidemment que si nous vivons dans un monde où la croissance est obligatoire, nous sommes tous complices. Nous sommes tous quelque part à un étage de la pyramide. Forcément que si nous sommes en Occident, nous ne sommes pas loin du sommet de la pyramide. Si vous avez un métier où vous gagnez quelques milliers d'euros, vous êtes tout proche du sommet de la pyramide. Et donc à ce titre, vous êtes co-créateur de la réalité que nous vivons tous ensemble. Donc pour sortir d'une relation perverse telle que celle-là, pour la quitter, évidemment qu'il y a des choses sur lesquelles il va falloir diminuer nos consommations. Et évidemment qu'on ne va plus pouvoir s'acheter une voiture à 15 ou 20 000 euros. Évidemment qu'il va falloir prendre soit une voiture plus petite, soit quelque chose qui ne consomme quasiment plus d'énergie fossile et qui ne pollue plus. Et il va falloir changer des comportements. Mais là, je vous raconte un truc génial. J'étais en conférence il n'y a pas très longtemps en Alsace. Et donc on était exactement en train de parler à une vingtaine de personnes sur ce sujet-là. Et là, il y a un monsieur qui a pris la parole et qui nous a expliqué quelque chose de fondamental. Qui nous a dit, écoutez, voilà, moi ça fait 5 ans que j'habite dans une yourte et que je vis quasiment à 100% de mes propres productions et des productions de mes voisins. Nous sommes quelques-uns dans le secteur, c'est en pleine campagne, on est très bien, et il y en a un qui fait du miel, qui donne du miel aux autres, il y en a un qui a toujours un petit peu trop de légumes, qui en donne aux autres, il y en a un qui a un moyen de se déplacer, qui aide les autres à se déplacer quand il y en a besoin. Mais je vais vous dire un truc, dit ce monsieur. Il nous dit, ce monsieur, je suis dans un cercle vertueux. Pourquoi ? Parce que plus j'adopte des comportements de simplicité, plus je me repose sur la nature et sur l'abondance de la nature. N'oubliez pas qu'une graine semée et qui pousse, donne entre 200 et 1000 graines pour l'année d'après. Donc ça, c'est autre chose que 1 ou 2 ou 5% ou 10% de rendement sur une dette qui oblige quelqu'un à être asservi par vous. Et donc ce rendement-là, cette abondance extraordinaire de la nature, elle joue sur quoi, nous explique ce monsieur ? Elle joue sur mon sentiment de sécurité. Parce que si je comprends que, en étant proche de la nature et proche de l'abondance de la nature et proche de mon voisinage qui m'aide à obtenir ce que je n'ai pas ou ce que je n'ai pas le temps de produire ou ce que je n'aime pas produire et avec qui nous faisons des dons mutuels en permanence, eh bien, ces comportements-là me permettent, de constater l'abondance de la nature, donc de jouer sur ma peur du manque et mon besoin de sécurité, et donc d'acquérir plus de sérénité. Premier point. Et deuxième point, le fait de constater cette abondance-là, elle permet de simplifier encore plus sa vie, et en vous reconnectant à la nature, en vous reconnectant aux arbres, en vous reconnectant aux oiseaux, en vous reconnectant à vos amis, à vos voisins, à vos proches et aux gens qui sont autour de vous et avec qui vous pouvez faire des systèmes d'entraide, vous reprenez votre connexion avec vous-même. Et ça, c'est absolument crucial, c'est absolument capital, parce que c'est le cœur du cercle vertueux. Pourquoi ? Parce que, pourquoi sommes-nous mal dans notre peau dans les villes ? Pourquoi sommes-nous mal dans notre peau dans nos métiers pour la plupart des gens ? Parce que nous sommes déconnectés de nos amis, de nos systèmes d'entraide, de la nature et de nous-mêmes. Et donc, le fait que nous soyons déconnectés fait que nous avons besoin de compensation économique, que nous avons besoin de nous acheter des beaux trucs, de nous payer des belles choses. Vous savez bien, quand on est déprimé en ville, on va au magasin, on s'achète un truc, ça va mieux. C'est du médicament, c'est du bandage sur une blessure profonde. Et donc cette blessure profonde, quand on est reconnecté à la nature, à soi-même, à ses amis, aux oiseaux, au bruit de la nature, au vent, aux nuages et au soleil, cette reconnexion-là, eh bien, elle est thérapeutique. Elle nous permet de
retrouver ce sentiment d'abondance et surtout de sortir de cette peur de manquer, de sortir de cette peur de nous perdre, de sortir de cette peur de ne pas être nous-mêmes et au contraire de retrouver qui nous sommes. Et c'est un effet vertueux extraordinaire que je vis moi-même en ce moment à chaque fois que je suis sur mon petit paradis en Bretagne dont je vous ai déjà parlé. Et donc ça, vous le constaterez. Si vous commencez à vous reconnecter à vos amis, à votre voisinage, à la nature et à vous-même, vous finissez par avoir de moins en moins besoin de compensation économique. Et l'effet vertueux, il vient de là. C'est que ayant moins besoin de compensation économique ou de compensation de prestige, eh bien vous avez de moins en moins besoin de monnaie. Donc vous sortez de plus en plus de la relation perverse qui vous tient dans l'asservissement. Donc vous êtes de plus en plus dans l'abondance, dans la connexion avec la nature, avec vos amis, avec vos proches, avec vos voisins et avec vous-même. Et donc vous allez de plus en plus vers la simplicité, qui donc vous permet d'échapper de plus en plus aux besoins extérieurs, qui donc vous reconnecte et ainsi de suite. C'est exactement le contraire du cercle pervers, du cercle vicieux, de la croissance exponentielle qui déconnecte tout le monde, qui crée de la souffrance, qui crée des besoins de compensation, qui crée de la croissance, qui crée de la souffrance, qui crée des besoins de compensation, qui crée de la croissance et ainsi de suite. C'est exactement le contraire. Un cercle vertueux, c'est le contraire d'un cercle vicieux. Et là, si vous faites l'expérience de ça, si nous sommes, et nous le sommes, de plus en plus nombreux à faire l'expérience de ça, eh bien je vous promets que nous allons tous ensemble dans une autre direction que l'asservissement global à un gouvernement mondial, mais nous allons aussi dans la même direction, c'est-à-dire la prise de conscience que nous faisons tous partie de la même humanité, que nous sommes tous connectés à nous-mêmes, entre nous et à la nature. Et donc, il y a relativement peu de différence. Il y a juste une différence de point de vue entre nous, qui essayons d'aller dans cette direction-là pour essayer de créer une humanité universelle, avec des connexions universelles, et le projet des tricheurs, qui sont obligés, dans leur cercle vicieux, d'aller dans la même direction, c'est-à-dire dans la globalisation, mais pas du tout pour les mêmes raisons et pas du tout dans le même objectif. Donc tout ça est très complexe. Et donc je vous invite à y réfléchir. Voilà, j'ai terminé. Excusez-moi, c'était un petit peu long, mais à bientôt, à la prochaine fois. Ciao, ciao!